Vous savez, je fais un métier très étonnant, très original. Code Rome X, des métiers pas comme les autres. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Jade FM, Jim à l'antenne pour une toute nouvelle émission et j'ai le grand plaisir, c'est la première aujourd'hui, d'accueillir Jack. Bonjour Jack. Bonjour. Et l'émission qui s'appelle Rome Code X ou Code Rome X, qui concerne tous ces métiers qui sont pas forcément répertoriés dans la grille des codes Rome qui répertorie normalement tous les métiers. Je vais commencer par une citation, Jack. Le premier pas pour la plupart d'entre nous n'est pas d'apprendre, mais de désapprendre. C'est une situation qu'on trouve en exergue d'un site www.jack-palawan.com. Palawan étant une île de la mer de Sulu située dans l'ouest-sud-ouest des Philippines. On va en reparler ultérieurement. Jack, vous êtes natif du Massif central, vous avez toujours vécu au contact de la forêt et de la montagne. Très tôt et avant même que cette discipline devienne aussi populaire, secours en milieu hostile, bushcraft, trekking, coaching, nature, vous avez été passionné par ce qu'on peut appeler la science de la survie. Vous accompagnez aujourd'hui avec passion dans des stages de tout niveau des initiés ou non dans les nombreuses situations en milieu naturel, car vous êtes instructeur en survie. Oui, tout à fait. C'est un très bon résumé. Que j'ai pioché directement sur jack-palawan.com. C'est possible. Le survivalisme. Alors, si on regarde survivalisme sur Internet, notamment des médias de grande communication, on désigne le survivalisme, c'est un terme qui désigne des activités de certains individus ou groupes d'individus qui se préparent à une catastrophe éventuelle. Catastrophe naturelle, crise économique, crise sanitaire, etc. À l'échelle locale ou globale, voire à un événement potentiellement cataclysmique, effondrement écologique, guerre nucléaire, invasion extraterrestre, j'en passe et des meilleurs, ou plus généralement à un effondrement de la civilisation industrielle. Mais derrière tout ça se cache une ambition, une passion, une envie, celle de se rapprocher vraiment de la nature et de vivre dans la nature. Ouais, c'est plutôt ça. En fait, il y a beaucoup de définitions au niveau du survivalisme qui peuvent faire un petit peu peur, un petit peu, voilà, qui a tendance à mettre, on va dire, certaines catégories de personnes ou certains amoureux de la nature un petit peu en retrait de la société. C'est pas vraiment mon cas. Je m'estime pas comme un survivaliste. Pourtant, je suis quelqu'un qui aime aller on va dire s'entraîner dans la nature et faire des week-ends, un petit peu plus parfois, pour simplement découvrir un peu ce contact avec ce qui était autrefois notre habitat et qu'on a un peu oublié, je pense. Donc après, c'est vrai que la définition survivaliste, elle est très axée sur la société qu'on a aujourd'hui où c'est pas forcément des gens qui sont en retrait, hein, c'est pas mon cas en tout cas. Il en existe sans doute dans cette catégorie-là, mais c'est vrai que la définition est un peu pessimiste, je trouve. Moi, si je fais ça et si j'ai envie de transmettre cette passion-là à des gens, parce que c'était pas du tout le but à la base, le but c'était plus un besoin personnel. C'est vraiment pour renouer le contact avec la nature, vivre avec les choses simples et se rendre compte que on n'a pas forcément besoin de tout ce qui nous entoure aujourd'hui ou tout ce qu'on nous dit d'avoir besoin pour être heureux. Et même au contraire, on a même certains moments un peu révélateurs quand on fait ça. Et voilà. Après, je pense que c'est d'abord une passion liée à la nature, liée à des découvertes d'environnement, à la découverte de la vie naturelle qu'on a un peu perdu à mon goût. Et voilà, l'idée c'est de revenir un peu à l'essentiel en fait. Revenir à l'essentiel, ouais. D'ailleurs, dans cette émission, je pense que la nature, elle sera très très présente et qu'on va vraiment être à des années-lumière de ce côté pessimiste des définitions généralistes qu'on trouve sur Wikipédia, le site où je suis allé justement chercher cette définition. D'une manière plus concrète, vous organisez des stages
que vous mettez à disposition de personnes, de participants, et des stages qui sont très variés. Exactement. Donc ça va d'un stage de survie initiatif en forêt, jusqu'à stage jungle, en passant par stage grand froid, stage randonneur en détresse. Ça m'interpelle. En quoi consiste un stage très concrètement, si on prend l'exemple de 2 jours en forêt, de nuit en forêt? Comment est-ce que ça se déroule concrètement? Alors, la première chose, c'est de se dire pourquoi on fait pourquoi quelqu'un va être intéressé par ce stage ou ce qu'il faut se dire. Alors, il y a un effet mode aujourd'hui de la survie qui n'existait pas il y a quelques années. Donc moi, quand j'ai commencé ça à titre perso, c'était quelque chose qui n'existait pas du tout. On n'avait pas d'émissions, on n'avait pas Koh-Lanta et j'en passe, et d'autres qui sont pas forcément meilleurs. On pourrait citer Alone. Oui, et il y a des très très bonnes émissions où justement on va aller chercher ces petites notions qu'on peut avoir quand on est soit seul, soit un peu en dehors de notre confort dans la nature. Mais donc le but d'un stage, ça peut être vraiment quelque chose qui est complètement varié d'une personne à l'autre. Le stage d'initiation a pour but justement de satisfaire un peu la curiosité des gens qui en ont entendu parler, se disent « Ah, ça serait pas mal de voir à quoi ça ressemble, mais j'ai aucune notion ou j'ai très peu de notions. » Donc l'idée, c'est d'accompagner un petit peu des gens dans la découverte de cette passion, de ce qu'on peut ressentir lorsqu'on est un peu en dehors de son quotidien. Donc ça, c'est la plupart des stages que je fais, et les gens qui m'accompagnent généralement ne connaissent pas grand-chose à cette discipline. Donc c'est ce côté un petit peu satisfaire la curiosité. Et puis après, on va aller un peu plus loin quand on va aller chercher du grand froid ou vraiment de l'entraînement sur du trekking sur plusieurs jours. L'idée, c'est de se préparer à une situation imprévue. Moi, je pars du principe que si ça arrive pas, tant mieux. Si un jour vous êtes en randonnée, que tout va bien, vous arrivez à rentrer et que vous n'êtes pas perdu, et c'est parfait. Mais si il y a un petit couac, quelqu'un qui tombe, qui se foule la cheville, du coup, vous pouvez pas aller au rythme que vous avez prévu, vous êtes loin, vous n'êtes pas forcément équipé. On a beaucoup vu dans les faits divers des gens qui partent en rando dans la forêt ou un peu en montagne et qui sont pas équipés pour ça, et du coup qui sont surprendre par la météo, L'idée, c'est de se dire, voilà, est-ce que on peut pas se préparer un petit peu avant? À l'imprévu. Et le jour où ça nous arrive, on va certainement pas être un expert en survie ou faire vraiment comme on voit dans les émissions avec les gars qui savent tout faire à la minute. Mais au moins, on a une petite expérience qui fait que, comme un exercice, un exercice incendie, on le fait comme les gestes de premier secours. On se dit, voilà, on s'entraîne un petit peu avant, et quand ça nous arrive, on n'est pas complètement déboussolé, on connaît nos priorités, on connaît ce qu'on doit faire, ce qu'on doit mettre en œuvre, ce qu'on doit pas faire aussi. Et donc voilà, c'est un peu le stage de niveau 2, entre guillemets, on a goûté à ce que ça pouvait donner. Maintenant, est-ce qu'on peut pas se préparer à faire quelque chose d'un petit peu plus technique, où il faut que ça soit quand même un peu difficile. Donc c'est pour ça qu'on va chercher des milieux un peu froids, des milieux vraiment naturels, où il y a vraiment personne, pas de civilisation autour, pour vraiment se mettre dans l'environnement, tout en étant quand même en sécurité. Parce qu'il y a des, on en parlera sans doute après, mais l'idée c'est pas de se mettre en danger pour rien. Bien sûr, ouais. Donc voilà. Donc, c'est un peu ça le deuxième bloc, on va dire, de ces stages. Et puis, récemment, j'ai découvert qu'il y avait, une troisième partie qui est assez surprenante. C'est l'effet psychologique, et personnel qu'ont ce genre de situation. Et donc l'idée, c'est aussi d'accompagner différents groupes. Alors je l'ai fait sur des familles, je l'ai fait sur des gens qui ont des collègues d'une entreprise. Et c'est un peu l'esprit team building. Alors ça fait très américain, mais en gros c'est quelque chose qui commence à sortir aujourd'hui en France, où on accompagne plusieurs personnes qui vivent à un moment donné dans leur vie ensemble, dans une situation différente. On les sort un peu de leur quotidien, on leur sort de ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Cette fameuse zone de confort. Ouais, il y a ça, et puis aussi la hiérarchie. Vous avez, moi j'ai accompagné un groupe il y a pas très longtemps, où vous aviez quelqu'un qui est hiérarchiquement supérieur avec ses collègues, ses collaborateurs,
Et quand on est dans la nature, quand on est dans la forêt et qu'il fait nuit, on est tous pareils. Hein. Donc tous levés à la même enseigne. Donc ce côté, on casse un peu les codes, on casse le rythme, on casse les. Et ben ça crée un petit phénomène qui est rigolo, qui est que moi je trouve rigolo, mais qui est pas forcément rigolo sur le coup, mais qui est justement d'apprendre autre chose et d'apprendre des relations, des équilibres qui sont un peu différents. Par expérience, j'ai vu déjà plusieurs personnes qui, sur le coup, passent pas forcément un bon moment parce que c'est pas tout le temps agréable, c'est pas le but. Il faut se confronter aussi aux difficultés, sinon on s'en sort pas. Enfin, on s'en sort pas transformé. Mais justement, qui sont venus me remercier en me disant, mais c'est juste une expérience incroyable. On s'imaginait pas ça. Donc voilà, ça c'est la troisième partie qui peut se faire dans différents milieux, différents contextes, dans différentes durées aussi. Et c'est cet accompagnement presque psychologique, en fait, dans un milieu qui n'est pas celui dans lequel on a l'habitude, qui a un impact très fort sur les gens et sur leur comportement, sur la façon de voir le monde. Qu'est-ce qu'on demande à ces participants qui arrivent? Donc, ils ont une liste de matériel que vous leur recommandez. Un poids de sac, j'imagine, parce que quand on fait un peu de rando, c'est la première chose à laquelle aussi on pense. Alors, pas forcément. L'idée, c'est aussi de créer la surprise sur ces stages. C'est de vraiment de faire en sorte que, quand ça nous arrive, on est un peu dans l'imprévu. Donc moi, j'aime pas forcément donner une liste précise. J'ai tendance à prévoir plus pour équiper mes participants quand il y a des manques, quand il y a des oublis, ça arrive. Mais ce qu'on fait en général, donc le premier point, c'est quand même de se rencontrer. On fait un petit bilan, une petite discussion avant de partir. On découvre. Moi, j'aime pas découvrir les participants comme ça sur le jour même. S'il faut faire un Skype ou je sais pas quelque chose où on s'échange, on se voit, on s'échange pour comprendre les raisons de pourquoi la personne souhaite faire ça. Et ensuite, sur des initiations, je leur dis voilà, vous prenez ce que vous voulez, prenez ce qui vous semble être bien. Et avant de partir sur le point de l'initiation, on va faire un point sur les sacs. Et là, c'est très intéressant parce que justement, on a de tout. On a des gens qui prévoient trop. C'est révélateur de la personnalité. C'est très révélateur. En même temps, c'est très révélateur. Et puis c'est un peu la première confrontation avec la sortie de la zone de confort où parfois il faut laisser des outils ou des choses qu'on avait prévues, qu'on a tous les jours au quotidien. Je pense au téléphone. On est d'accord que tout le monde aujourd'hui a un téléphone dans sa poche et le regarde quasiment en permanence ou assez régulièrement. Et la première chose à faire, c'est peut-être de le laisser éteindre dans le sac. On le garde pour des questions de sécurité, vous avez compris, mais la première chose, c'est on s'enlève cette possibilité-là et cette distraction-là. Et ça fait partie des petites choses. Je donne pas de détails parce que si effectivement il y a des gens qui écoutent, qui veulent participer un jour, il faut qu'ils aient un peu cette surprise. Mais on va redéfinir les priorités avant le départ. Et là, on se rend compte que les sacs changent littéralement de forme, de taille, de poids, de tout ce qui est pas attendu. Toujours dans le cadre d'un exemple de 2 jours découverte en initiation en forêt. Il y a un itinéraire qui est prévu à l'avance. Oui. Avec un point de bivouac, j'imagine, pour le soir. Oui. Pour l'initiation, oui, c'est toujours assez carré, assez défini en zone. Il y a peu de place, on va dire, à la liberté de découvrir un lieu parce que justement, comme on est avec des initiés ou des gens qui commencent, il faut quand même que ce soit sur un emplacement un peu connu, en tout cas connu de moi. Donc oui, c'est assez balisé pour la partie initiation, ce qui est rassurant pour les gens qui tentent et qui savent pas trop dans quoi ils vont s'engager. Pour le reste, sur les randonnées un peu plus difficiles ou sur les stages grand froid, on a différents points, on a un itinéraire un peu précis, mais on peut sortir de cet itinéraire et laisser un peu la liberté évidemment. Puis en fonction de ce qui se passe aussi, on peut aller plus vite, on peut aller moins vite selon la météo. La météo peut jouer beaucoup. Donc voilà, sur les randonnées qui sont des parcours, on aura plus tendance à être libre. Sur les stages d'initiation, on est plus sur un point, on fait une légère petite randonnée pour se mettre dans l'ambiance avant et on arrive sur un point de bivouac précis. On va rester assez fixe pour découvrir les techniques et voilà, être sur un lieu, on va dire, où
où quand même on récupère un certain confort à un moment donné, au moins pour la partie nocturne. Parce que ça, c'est toujours assez difficile pour les gens qui ont jamais dormi dans la forêt ou dormi dans un milieu naturel. La première nuit est toujours un peu spéciale. Il y a une toile de tente? Sur l'initiation, oui. Sur le reste, non. L'idée, c'est de monter son propre abri, ou de trouver en fonction du milieu naturel, des ressources qui permettent de faire un abri, ou en tout cas de se protéger naturellement ou pas, en fonction de ce qu'on a dans le sac aussi. Donc c'est pour ça que l'équipement de base est différent. Il faut typiquement, quand on est en rando, en déplacement, il faut quand même avoir ce qu'on appelle un tarp, donc une bâche qui permet de nous couvrir au moins de la pluie pour la nuit. Mais il n'y a pas d'obligation sur en dehors de l'initiation, où là effectivement ça dépend après du feeling des gens. Il arrive d'avoir la tente. Moi, j'ai une tente dans le sac que je sors pas forcément tout le temps. Voilà. Donc, ça dépend du niveau. Que c'est jaugé en moment où on est sur place et au moment où on est en train de vivre l'expérience. Il y a des gens qui peuvent pas faire sans, et il y a des gens qui acceptent de pousser un petit peu plus loin, et voilà. Ça, c'est un peu mon job à ce moment-là, de savoir où est la limite. Et de faire en sorte que l'expérience se déroule au mieux pour les participants. Le job. Ça, on va en reparler également et plus longuement, parce qu'il y a un vrai problème avec ce job. Oui. C'est que justement, il est toujours pas reconnu. Il n'a donc pas son fameux code ROM, qui est le titre en partie de cette émission. Je crois qu'il y a d'ailleurs un projet, ça relèverait plutôt du ministère de la Jeunesse et des Sports d'ailleurs, mais on peut en reparler. Code ROM X, des métiers pas comme les autres. Ce sont des professionnels, monsieur. Des gens qui exercent leur métier d'une façon parfaite. Il y a un terme qui revient souvent, c'est bushcraft. Oui. Ce qui voudrait dire une fabrication, en fonction de l'environnement. Alors en fait, il y a différentes disciplines dans tout ce qui est survie. Chacun lui donne un petit peu son nom et son étiquette. Mais en gros, pour faire simple, le bushcraft est vraiment l'idée de construire quelque chose avec la nature. Donc, ça veut dire qu'on va s'équiper aussi. Les gens qui partent en stage bushcraft vont être complètement équipés de façon complètement différente par rapport à quelqu'un qui part en week-end survie, rando, trekking, ou effectivement dans notre projet, dans notre stage de randonnée, secours aux randonneurs en secours, on a effectivement des équipements qui sont complètement différents. Le bushcraft, c'est vraiment, on part avec du matériel. Alors matériel, je parle une scie, une hache, une corde, une ficelle. Enfin voilà, mais c'est assez équipé quand même. Enfin moi, j'estime que c'est assez équipé. C'est-à-dire qu'on part dans le désir de construire quelque chose, un abri. Il y a même des vidéos sur Internet. Vous allez voir des gars qui font ça pendant plusieurs mois, où ils construisent carrément une cabine dans les bois. Alors c'est passionnant, mais c'est pas mon point de vue de ce que je propose. Pourquoi ? Parce que je suis plus dans l'idée d'entraîner les gens à faire face à une situation imprévue. Quand on est dans l'imprévu, généralement on n'a pas la scie et la hache dans le sac à dos. Enfin, après c'est quand même rare, je pense. Donc l'idée c'est plutôt de faire avec les moyens du bord et de se découvrir voilà comment on va vivre et récupérer un peu de confort sans forcément avoir l'équipement de base. Après il y a beaucoup de disciplines différentes. Et selon le milieu où on est, il y a vraiment une science de la survie qui est différente dans chaque étape. Il y a une façon d'aborder la survie qui est différente. Donc le bushcraft, on en parle beaucoup, mais en fait c'est plutôt de la survie équipée. Voilà. Ce qui est pas péjoratif, hein. Je veux pas. Bien sûr, ouais. Alors il y a une notion qui est quand même primordiale, c'est celle de la sécurité. Oui. Vous avez une sacrée responsabilité d'accompagner des personnes, un groupe. Très récemment, on a entendu parler d'un randonneur qui faisait partie, ou plutôt d'un participant à un stage de survie en Bretagne. Ça s'est très mal passé. Il a ingurgité, je crois que c'était une herbe proche de la ciguë. Oui. Ça a créé des problèmes. La sécurité, elle est primordiale, elle est à la base de tout. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est compliqué d'avoir un métier qui à la base est une passion pour moi, qui est pas reconnu et peut être pratiqué un peu par tout le monde et n'importe qui.
Alors après, des incidents, il y en a tous les jours, hein, dans les bois, quelqu'un qui ramasse un champignon qui est pas bon, voilà, il n'y a pas besoin d'un instructeur de survie pour avoir des problèmes. Mais c'est vrai que notre rôle est super important. Et en même temps, on est dans une discipline où c'est tellement devenu un phénomène de mode. Et aujourd'hui, je me suis pas amusé, mais je pense que si on tape sur internet stage de survie, vous pouvez en avoir pour un mois à retrouver tous les résultats, tellement il y en a, à tous les prix, toutes les zones, tous les niveaux, avec tout et n'importe qui, entre guillemets. C'est compliqué d'avoir quelque chose qui est cadré. Alors c'est en train de se mettre en place, notamment suite à plusieurs événements un peu malheureux où effectivement il a été mis en lumière que des gens donnaient pas forcément les conseils qu'il fallait, mais ça reste une discipline où on accompagne, on est là pour guider. Ouais, c'est une guidance, ouais. Mais l'accident est probable, hein. Il est toujours probable quand vous allez faire vos courses au supermarché, il est probable partout. Donc c'est un point d'inquiétude dans cette passion-là, parce que on veut pas que les instructeurs soient n'importe qui, mais on veut pas qu'ils soient responsables de tout non plus. Donc c'est compliqué. Alors il y a un brevet d'État qui est en train de se créer, d'après les infos que j'ai eues, qui pourra peut-être limiter un petit peu, on va dire, les stages, les instructeurs à des gens, hein, qui au moins connaissent la nature, parce que je pense que voilà, il faut voir ce que ça donne sur le terrain. Ça empêchera pas les accidents, mais ça permettra évidemment de choisir un peu mieux, d'être un peu plus conseillé sur le choix de la personne qui vous accompagne. La plupart de vos stages, vous les avez organisés, ils se sont déroulés en Auvergne. Je sais que vous recherchez plus ou moins des endroits plus proches de la Loire-Atlantique. Est-ce que c'est compliqué de trouver des endroits où on peut pratiquer justement ce genre de stage en survie, éloigné de la population? C'est assez compliqué. C'est assez compliqué pour une seule chose. C'est une autre citation que j'aime beaucoup donner dans mes stages. C'est « le loup est un loup pour l'homme ». Ouais. Le problème, en fait, de trouver un endroit où on peut pratiquer ce genre de choses, c'est de trouver un endroit où on est coupé de la civilisation, dans le sens géographique, donc pas à des kilomètres et des kilomètres de rien, mais quand moi j'accompagne un groupe, j'aime bien avoir un terrain qui est un peu borné pour être sûr que on n'a pas des gens qui, par curiosité ou par manque de compréhension, vont intervenir dans le stage et vont venir perturber l'équilibre qu'on a créé. Et ça, c'est pas facile. Alors, le promeneur qui tombe sur nous par erreur, parce que voilà, il y a pas de souci, c'est même assez rigolo. On a des conversations qui sont très intéressantes parce que les gens sont globalement curieux, et heureusement. Mais c'est compliqué de trouver des endroits où on est vraiment isolé sans que ça attire un petit peu les regards, parce que sur l'initiation on va faire un feu, donc ça va forcément faire un petit peu de fumée. On va avoir plusieurs personnes qui vont tourner dans une zone où potentiellement vous avez une route avec des gens qui passent pas très loin. Donc c'est compliqué d'avoir vraiment une zone isolée. Je pense en ce moment même à trouver un terrain que j'achèterai à titre privé pour pouvoir justement encore sécuriser plus le cadre initiation, parce que c'est vraiment ça qui pose problème. Après, quand on est en déplacement en week-end dans la vraie nature, loin de tout, il y a moins de problèmes évidemment. Mais c'est la partie initiation où il faut que ça soit quand même proche des gens, parce que c'est des séjours courts, en étant quand même dans la nature évidemment, et puis dans un lieu sécurisé. Nous en parlions au tout début de cet entretien. Ça vient du titre de votre site internet sur lequel on peut trouver toutes les infos, que je rappelle d'ailleurs, www.jack-palawan.com. Palawan. Oui, je glissais tout à l'heure l'info, comme quoi Palawan, c'est une île qui dépend d'une province du même nom d'ailleurs. Une île de la mer de Sulu située dans l'ouest-sud-ouest des Philippines. Et je crois que ça a toute une histoire assez symbolique pour vous, à l'origine d'un déclic. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, pour refaire rapidement l'histoire, moi je suis né en Auvergne, j'ai toujours été dans la nature avec
mon grand-père pour commencer, et puis après un petit peu plus en solo. J'ai passé beaucoup de nuits à faire une chose que à l'époque ça paraissait fou, c'était juste de partir avec un sac à dos et de dormir 3 nuits dans la forêt, même s'il faisait moins 5 degrés. Donc du coup, je paraissais un peu pour un ovni à l'époque, mais c'était un peu le début de mon histoire et le début de la découverte de mon amour pour la nature, en fait, qui est tellement importante que régulièrement j'ai besoin de la voir, de la sentir, et voilà. Et donc du coup, dans ma carrière professionnelle qui m'a amené dans différents pays, j'ai eu envie de découvrir on va dire la nature au niveau local. Et lorsque j'ai été amené à travailler en Chine pendant 2 ans, j'ai pu donc voyager beaucoup en partant de différents points de la Chine et même à l'intérieur de la Chine où il y a des paysages qui sont vraiment exceptionnels. Et j'avais pas goûté encore à la jungle, qui était quand même quelque chose d'assez impressionnant pour moi à l'époque. C'était un peu un objectif, donc j'ai décidé de partir 5 jours aux Philippines. L'île de Palawan était le lieu de base, choisi quasiment par défaut parce que ultra naturel, ultra sauvage, avec beaucoup de présence d'eau, de côtes, tout ce qui va bien. Et donc je suis parti 5 jours en pirogue pour découvrir l'île. En immersion alors. Là. En immersion complète. Alors j'avais quand même une balise de détresse avec moi, et puis il y avait régulièrement les gardes-côtes qui m'avaient contacté et qui survolaient 2 fois par jour l'itinéraire que je devais faire pour me situer au moins et voir si tout allait bien. Donc ça c'était vraiment en termes de sécurité, on était vraiment quasiment au top, alors que c'est pas forcément ce qu'on imagine. Mais j'ai eu effectivement une déconvenue. C'était ce que je cherchais aussi, hein. Donc je suis tombé à l'eau avec un sac à dos donc tout habillé, hein. C'est quelque chose qui est assez rigolo parce que quand on dit tomber à l'eau, on se voit dans la piscine avec le maillot de bain et tout va bien, on nage sur le bord. Et en fait, c'est là aussi qu'on se rend compte dans la vie, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Donc tout habillé avec les chaussures de rando, avec le sac à dos et tout l'équipement dedans. Et en fait, j'ai été amené un petit peu par le courant et j'arrivais pas à remonter sur la côte qui était battue par les vagues, avec des rochers qui étaient très glissants. Donc je pense que c'est une des fois dans ma vie où j'ai été à la limite d'y passer, hein, tout simplement. J'ai réussi après plusieurs longues minutes, acharnées à se battre contre le courant, contre la marée et contre ces rochers. J'ai réussi, par chance, ou avec persistance en tout cas, à remonter sur le rivage, dans un piteux état. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement je me suis dit que c'était quelque chose qu'il fallait que je partage. En tout cas, dans la partie préparation, dans la partie, on peut pas partir comme ça sans avoir un minimum de connaissances et un minimum de technique. Et voilà, c'est quelque chose c'est une petite histoire que je raconte pas souvent, mais c'est l'origine du nom que j'ai choisi pour cette passion-là, et je pense que ça porte son poids. Ça porte son poids, en tout cas sur mon vécu. C'est déterminant, oui, et cette histoire, ne serait-ce que pour pouvoir ensuite accompagner des gens en situation complètement hors norme. Après, c'est vrai que là, quand on fait l'histoire, j'ai fait beaucoup d'autres découvertes, hein, sur différents milieux. J'ai fait dans le désert, on était plusieurs fois dans le désert en Chine. Je suis retourné aux Philippines 3 fois, hein, parce que c'est pas parce que on tombe du cheval qu'il faut pas y remonter, hein, c'est ce qu'on dit. Donc non, mais c'était c'est des aventures qui je veux pas qu'on prenne pour quelqu'un qui sait tout ou qui connaît tout. C'est pas du tout le cas. Mais j'ai fait un tout petit bout de chemin. En découvrant des choses de mon côté, et c'est ça que j'ai envie de partager. Voilà, je veux pas être plus prétentieux que ça. Il y a pas dans la nature, je pense qu'on peut savoir beaucoup de choses et se faire avoir sur un tout petit détail.
c'est pour ça que c'est complexe en termes de sécurité, pour revenir sur la sécurité dans ce genre de stage. Mais je pense que j'ai fait un petit bout de chemin et j'ai juste envie de montrer et de partager ce petit bout de chemin avec mon tout petit vécu et de donner quelques petits conseils. C'est pour ça que un stage d'initiation va durer 2 jours, 1 nuit, quoi. On va pas aller chercher plus loin. L'idée, c'est de voir si ça peut intéresser les gens, d'aller plus loin et surtout se confronter un petit peu à tout ça. Merci beaucoup Jack pour cet entretien plaisir. Qui était le premier donc d'une série d'émissions Rome Code X concernant les métiers qui ne sont pas forcément répertoriés, qui n'ont pas forcément leur code Rome. Ce qu'on entend actuellement, ça s'appelle Yulunga et c'est de Dead Can Dance, c'est le morceau que vous avez choisi. Je voulais citer un ouvrage qui s'appelle La Constellation du Chien, qui a été écrit par Paul Heller. C'est sorti aux Actes Sud et c'est une très belle histoire qui part d'un scénario où justement la survie est prépondérante. Je voulais également citer un jeu vidéo qui s'appelle Green Hell, qui a été créé par les studios Creepy Jar, et qui est un excellent jeu donc en 3D de survie. J'encourage toutes les personnes qui sont intéressées par cette discipline d'aller faire un tour sur www.jack-palawan, Jack-palawan.com. Merci beaucoup Jack. Merci à vous.